Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Jean-Baptiste Elias. Il est acteur de la société civile, président du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC. Il sera face à Agapit Napoléon Maforican, consultant médias communication, analyste, chroniqueur politique. Avec eux, nous parlerons du code électoral qui a été modifié par la représentation nationale et promulgué par le président de la République lundi dernier. Cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On en parlera dans le décryptage du jour. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Je vous invite à découvrir les filières disponibles. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, je suis avec Jean-Baptiste Elias. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. Il n'y a pas de problème, nous sommes là pour travailler ensemble. Merci, acteur de la société civile, président du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour. Merci d'être là, consultant médias communication, analyste, chroniqueur politique. Alors, Agapit Napoléon Maforican, le chef de l'État Patrice Talon, lundi dernier, a promulgué la loi électorale, si on peut le dire ainsi, celle qui a été votée par la représentation nationale, contrôlée par la Cour constitutionnelle le jeudi dernier, le jeudi surpassé, si on peut le dire ainsi. Le chef de l'État a promulgué cette loi, mais c'était estime que le chef de l'État s'est empressé de promulguer la loi. Est-ce que vous avez noté un empressement du côté du président de la République? Merci, salut le président Jean-Baptiste Elias, avec plaisir, on échange de temps en temps. Et merci aux internautes qui nous suivent. Je dois dire qu'il n'y a pas un moment d'empressement, puisque la procédure a été respectée. La loi a été régulièrement votée, débattue, votée, contrôlée, conforme à la Constitution. Dès lors, il est cher président donc de la promulguer, et le chef d'État l'a promulgué. Il doit plus la promulguer à l'instant même, à la seconde même où la loi est déclarée conforme à la Constitution. Donc il n'y a pas un moment, c'est à lui, c'est à son inspiration, c'est à sa discrétion. Donc il n'y a pas de... Donc il n'y a pas de commentaire particulier à ce niveau-là. Non. Bon, maintenant, oui, ceux qui estiment qu'ils sont précipités, bon, ils ont leur indicateur, ils ont leur élément d'analyse, mais c'est lui qui a le pouvoir de promulguer. Il a choisi de promulguer aussitôt que la loi, puisqu'il n'y a plus de balises, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de blocage, toutes les conditions sont réunies pour qu'il promulgue la loi, il a promulgué. Il n'y a pas de péril à la demeure. Jean-Baptiste Elias, vous partagez cet avis? Nous, au FONAC, nous sommes des légalistes. La Constitution et les lois de la République permettent au président de la République de promulguer une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale une fois que cette loi est reconnue comme étant conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré conforme à la Constitution le
code révisé, code électoral révisé. À partir de cet instant, le chef de l'État a, à partir de 1 jour à 15 jours, pour promulguer. S'il promulgue dans le délai, il n'y a aucun problème. Nous sommes des légalistes. La Cour a décidé. Nous, on prend acte. Voilà notre position. Bien entendu, il y a certaines personnes de la société civile et certaines organisations qui ont souhaité, compte tenu du contenu de cette loi, que le chef de l'État ne promulgue pas. Mais il est laissé le libre loisir au président de la République. Vous faites partie de ceux-là qui... Non, nous ne sommes pas de la structure de la société civile qui a demandé au chef de l'État de ne pas promulguer. Nous ne sommes pas là-dedans. Le FONAC n'est pas là-dedans. Alors, voilà. Alors, vous, au FONAC, qu'est-ce que vous pensez de cette loi électorale, de façon sommaire d'entrée du jeu? La loi est dure, mais c'est la loi. L'Assemblée nationale a décidé. Nous pensons qu'il y a des choses à revoir. Mais la loi est promulguée. 2 possibilités s'offrent à nous. Laquelle? Ou bien on propose aux honorables députés, compte tenu des incongruités, je pèse bien mes mots, compte tenu des incongruités qu'il y a dans la loi révisée, de revoir leur copie puisque nous sommes à 2 ans des élections. Je rappelle au passage que la CEDEAO a donné la limite de 6 mois. Donc nous sommes dans le délai. Compte tenu des incongruités qu'on soulèvera, que les honorables députés veuillent bien corriger. Mais au cas où les honorables députés ne voudront pas corriger, il faut y aller. Maintenant, il faut y aller comment? Et c'est ça le problème qu'il faudrait qu'on puisse faire. Deuxièmement, oui. J'ai entendu sur beaucoup de plateaux, à la télévision, à la radio et même dans la presse écrite, que les honorables députés et les membres de la mouvance présidentielle ont déclaré que cette loi révisée et votée puis promulguée n'est pas exclusive. Sur ce point, nous pourrons en parler et on donnera également des éléments. Voilà ce que je peux te dire à l'entame, n'est-ce pas, de cette émission. Je reviens dans un instant par rapport au premier point. Agapit Dablema Forican, la loi, elle a été votée, il y a eu des commentaires autour, le contrôle de constitutionnalité s'est effectué, il y a toujours eu des commentaires autour. Elle est promulguée par le chef de l'État, il y a toujours des commentaires. Selon vous, s'agit-il d'une avancée avec cette loi modifiée et complétée? Toute loi crée toujours une avancée ou un recul, ça dépend de l'avancée. Mais ici, on va parler d'avancée ou de recul? On ne peut pas encore le dire à partir du moment où on ne l'a pas expérimenté. Mais les éléments exposés... Mais l'analyse politique? Non, l'analyse ne peut pas dévancer les faits. Il ne les crée pas. Il les analyse. Il les analyse. Donc, on ne peut pas outrepasser le niveau d'analyse. Et un analyste n'est pas un devin. C'est un analyste de faits. Donc, la loi telle qu'elle est exposée, les exposés de motifs, les éléments qui ont conduit à un certain nombre de postulats dans cette loi sont compréhensibles. Quand on parle de transhumance, quand on parle le rétablissement de l'égalité exceptionnelle à l'aide de fait, mais quand on dit qu'il faut maintenant fidélité au parti et que respect aux populations qui vous ont élus, au peuple, et aussi un certain nombre de redevabilité envers le contribuable, envers les populations, parce que vous voulez assumer de hautes fonctions. Quand on regarde un certain nombre d'éléments qui sont contenus dans cette loi, et aussi une envergure nationale de l'élu, et dont l'élu qui ne devrait pas être reclus de sa région, dans sa région. Quand vous regardez ces éléments qui sont contenus dans la loi, vous dites que a priori oui, c'est une avancée. Évidemment. A fortiori alors? Quand on dit, non, il faut une application. Tant qu'on n'a pas appliqué, et c'est pour ça que le président a dit tout à l'heure qu'il reste encore 2 ans, absolument un peu plus d'1 an. Et justement, on peut aller aux simulations. Nous, les devins, moi j'estime qu'il y a des éléments effectivement dedans qui relèvent des postulats. Lorsque on recentre l'action, on recentre par exemple les exigences de l'animation de la vie publique au sein des partis politiques. On le recentre dans le parti politique, faisant de l'élu
quelqu'un qui part déjà d'abord d'un parti politique avant d'être l'élu de la nation, c'est une avancée du point de vue renforcement du système partisan. C'est une avancée à ce niveau-là. Mais ça retire à l'élu toute sa latitude d'aller, de venir, donc de transhumer comme il veut, de divaguer comme il veut, d'aller. Donc ça lui enlève cette liberté-là. Mais c'est un choix du législateur validé par le juge constitutionnel. Donc, en clair, à David Napoléon Foïcan, pour vous, de façon sommaire, c'est une avancée. Alors, tout à l'heure, Jean-Baptiste Sidias, vous avez estimé qu'il y a des choses à revoir. Vous l'avez dit au moins à 3 reprises, qu'il y a des incongruités. Mais votre vis-à-vis estime qu'il y a des avancées parce que ça met fin à la transhumance politique. A priori. Heureusement qu'il a ajouté a priori. Heureusement qu'il a ajouté a priori. Voilà. Ça renforce la fidélité au parti politique. Est-ce que vous ne voyez pas ça sous ce angle-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Quelles sont les choses selon vous qu'il faut revoir? Voilà. Quelles sont les dispositions? D'abord, je répète à nouveau, tous ceux qui ont crié sur tous les toits pour dire que la loi n'est pas exclusive ne disent pas la vérité au peuple. Je m'explique. Oui. Ma petite fille, 18 ans, elle a écouté le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale sur Radio France Internationale le 21 mars 2024, qui dit ceci, que la loi n'est pas exclusive. Mais ma petite fille me dit, pas Pépé, j'ai dit oui. Elle me dit, on a dit qu'il faut que on puisse avoir 15% des parrains. Il y a combien de parrains en tout? Elle a fait le calcul, elle trouve 186 parrains. S'il vous faut 28 parrains par candidat, ça veut dire que si vous divisez 186 par 28, vous trouverez 6. Il y a 6 qui peuvent se présenter devant les électeurs pour dire « Me voici, je veux que vous votez pour moi ». C'est ce qu'elle me dit. Elle dit « Mais les mêmes disent qu'il y a au moins 15 partis dans le pays. Si on ne peut au maximum parrainer que 6, ça veut dire qu'il y a 9 qui sont exclus. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'exclusion. C'est pas vrai, pas Pépé. » Et elle continue. On a dit que ceux qui vont parrainer doivent parrainer les candidats de leur parti ou candidats choisis par leur parti. Il n'y a que 3. L'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates. Mais vous vous imaginez, Pépé... SPE également quelques... Non, SPE n'a pas le nombre qu'il faut. Mais ils ont quelques élus. Oui, il n'a pas le nombre pour parrainer. Voilà. Bien. Et me dit, Pépé, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui veut aller aux élections présidentielles ira parrainer un adversaire qui va le battre? Je dis non, ma fille. Elle dit alors, ça veut dire qu'il y aura 3 sur 15. Et on dit que ce n'est pas exclusif les autres. Et elle ajoute, quand les gens ont créé leur parti politique, ce n'est pas pour aller vendre des cacahuètes. C'est pour conquérir et exercer le pouvoir d'État par les urnes. Voilà qu'on vous refuse d'aller devant les élections pour éventuellement être élu par les urnes et on dit que ce n'est pas exclusif. Et elle me dit, papa, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? On dit que ce n'est pas exclusif. Est-ce que c'est inclusif? Est-ce que... Voilà la question posée. On serait ravis de recevoir cette jeune fille sur TV parce que... Voilà, c'est du concret. Autrement dit, oui, autrement dit, tous ceux qui disent que ce n'est pas exclusif là, comprenez que le peuple, à travers les enfants béninoises et béninois, ont bel et bien fait le calcul et ont conclu que c'est exclusif. Il n'y a pas de doute dessus, s'il vous plaît, les amis. Alors, par rapport aux dispositions qui, selon vous, paraissent incongrues, je dois répéter vous, oui. Ce sont lesquelles? Très bien. D'abord, le code électoral, après même la révision, l'article 1er dispose expressément les définitions. Je relève 3 seulement, pas plus. 1. Il y a la fiabilité. 2. Il y a la sincérité. 3. Il y a la transparence. Nous sommes d'accord? Très bien.
Puis, l'article 144 du Code, qui est en vigueur aujourd'hui, dispose qu'il faut 24 circonscriptions électorales. Ça, on connaît et on a cité. Tout a été cité. Tout à fait. Très bien. Mais l'article 146, toujours du Code, qui est en vigueur aujourd'hui, après même le nettoyage, dispose qu'il faudrait avoir un quotient électoral pour pouvoir déterminer le nombre de députés qu'il faut par circonscription électorale. À ce jour, prenons l'exemple des dernières élections législatives de 8 janvier 2023. Avez-vous eu le quotient électoral par circonscription électorale? La réponse est non. Deuxièmement, sur quelle base on a attribué les députés aux 3 partis qui sont à l'Assemblée nationale actuellement? Troisièmement, nous au FONAC, nous avons écrit, nous avons dit qu'il faut proclamer les résultats poste de vote par poste de vote. Il y a eu 17 749 postes de vote. Nous avons écrit, quand la Sénat a publié son rapport général et qu'il nous a envoyé, que la Sénat nous a envoyé, nous avons fait l'étude de ce document et nous lui avons écrit pour dire, publiez les résultats poste de vote par poste de vote, même si vous ne pouvez pas le faire sur papier, faites-le au moins en version électronique. À ce jour, ce n'est pas fait. Autrement dit, comment a-t-on attribué les postes de députés aux 3 partis politiques? Est-ce qu'il y a la transparence? Lorsque vous lisez la loi, vous ne voyez pas les procédés? Comment? Lorsque vous référez à la loi, vous ne voyez pas les procédés? Bien sûr, tous les procédés sont là-dessus, mais on ne l'a pas fait. C'est ça le problème de manque de transparence. C'est pas fini. Oui. Ensuite, quand nous avons écrit à la Sénat pour dire publier les résultats poste de vote par poste de vote, on ne l'a pas fait. Mieux, pour la transparence toujours, certains députés qui étaient candidats et qui avaient des problèmes ont saisi la Cour constitutionnelle pour dire « Ah, nous, on n'est pas d'accord parce que c'est nous qui devons passer. » La Cour leur a dit, conformément à l'article 90 du Code électoral, vous devez avoir le procès verbal et les feuilles de dépouillement. Or, cet article 90 dispose expressément que le procès verbal doit se faire avec un fichier de 5 volets. Le premier volet pour la Cour constitutionnelle. Le deuxième volet pour la Sénat. Le troisième volet pour faire la compilation, n'est-ce pas, des résultats au niveau du poste de vote à envoyer à l'arrondissement. Le quatrième volet pour le président du poste de vote. Le cinquième volet à afficher. Nous avons eu 7 partis politiques qui étaient en liste pour les élections du 8 janvier 2023. Oui. Aucun d'eux, à notre connaissance, sauf erreur de notre part, oui, ne peut avoir, puisque il n'y a pas de 6e volet, il n'y a pas de 7e volet. Voilà des choses qu'il faut corriger. Et parce qu'aucun d'eux n'a pu présenter une copie de ces PV, ils ont tous été déboutés par la Cour constitutionnelle parce que l'article 90 a bien dit que c'est ça qu'il faut. Voilà quelques éléments. Il y en a d'autres, on parlera de ça. On va en parler tout à l'heure. Mais Agapit Ndiablama-Foika, Jean-Baptiste Elias a démontré, notamment il a rapporté les propos de sa petite fille qui démontrait un peu comment cette loi est exclusive. Oui, la petite fille, elle a fait une arithmétique de profane. Elle n'a pas fait une arithmétique de politique. L'arithmétique politique voudrait simplement dire que le législateur a voulu qu'il n'y en ait pas plus. Et ça, c'est son choix. Il faudrait que des choix. C'est un choix exclusif. Notre constitution est exclusive. La constitution de 1990 est exclusive, elle n'est pas inclusive. Elle m'empêche à moins de 40 ans d'être candidat. Elle m'empêche à plus de 111 ans d'être candidat. Elle est exclusive. Et pourtant, c'est notre constitution. La loi crée des droits et restreint des droits. Et donc, dès lors, on doit s'accommoder. Avant, c'est pour ça que je dis toujours que tous les débats doivent se faire. Il faut saluer nos députés, saluer la majorité présidentielle et même l'opposition
qui ont mis leurs idées sur la table. Il y a eu beaucoup de débats, même si, dans le fond, on aurait peut-être pu avoir les amendements et débattre. Mais il y a eu un grand débat, pratiquement 2 mois, où chacun a pu dire ce qu'il pense. Mais les options sont les options. À l'œuvre, on les verra. Donc, oui, ma petite, je pense qu'elle a raison, dans le fond. Oui, mais je dis, quand elle va évoluer et être actrice politique de valeur, de qualité, je pense qu'elle va être redoutable parce que si à cet âge, elle peut faire une telle analyse, c'est que politiquement, elle va avancer, elle va comprendre que si les États-Unis ont 2 partis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 2 partis qui animent le pays. Il y a des micro-partis, mais qui s'identifient, qui s'apparentent. Donc, on n'a pas dit que les autres n'existeront pas. Les autres existent. Je pense que le législateur béninois a même laissé le champ ouvert à une dynamique interne entre les partis, même si on en a 20. Ceux qui sont les partis dominants d'aujourd'hui peuvent ne pas l'être demain. Parce que justement, leur gouvernance interne est mauvaise. Des gens peuvent quitter et aller faire le poids ailleurs. Donc, moi, je pense que le jeu n'est pas aussi fermé qu'on puisse le penser. Seulement, nous sommes au début d'un nouveau paradigme où on a envie de discipliner. Le législateur a pris sur lui la responsabilité de discipliner la classe politique. En fait, c'est une réforme à pas forcer, on peut le dire, parce que tout le monde depuis 90, nous avons estimé que les gens on a parlé du mal transhumant, on a parlé de ci, on a parlé de ça, tout le monde décrit la même situation, mais on n'y va pas en termes de mesures concrètes. Ici, on y est allé, c'est forcé, ça c'est vrai, on peut le dire, mais pour au grand mot, les grands remèdes, dit-on. Alors, donc, si c'est entre eux-mêmes qu'ils ont pris de telles décisions, moi, je veux bien voir leur discipline à l'interne. Justement, vous voulez bien voir, parce que vous avez dit tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que les dispositions ne paraissent pas trop corsées au regard des enjeux du jeu politique? Mais si vous allez à l'examen, le preuve est dû, elle est due pour tout le monde. Donc, les dispositions sont corsées. Est-ce qu'on ne va pas se revoir encore à modifier encore la loi? La loi peut être modifiée autant que, là, le président demande que... Après l'expérimentation. Les gens peuvent... Même après la simulation, un instant, après la simulation, on peut déjà trouver quelques dispositions qui sont peut-être délicates, il faut... C'est pour ça que moi, je dis que le rôle de la société civile, par exemple, n'est pas de critiquer une loi, c'est de se l'approprier, et maintenant de rentrer dedans et de voir concrètement, de manière... Voilà telle loi, à l'application, voilà ce qu'on aura. Nous suggérons. Les députés regarderont le rôle du clergé, des compagnies religieuses et autres. C'est pas de se substituer à l'État, c'est de regarder dans le texte et de demander à leurs fidèles, vous êtes des cadres, vous êtes des hauts cadres. Il y a même une aumônerie au niveau de l'Église catholique, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres confessions. Mais ils peuvent travailler sur le contenu. Le rôle des médias, c'est pas de dire c'est mauvais ou c'est bon, mais c'est de rentrer dans la loi et de voir de faire des gens de sortie. Donc, moi, je pense que c'est déjà la loi. C'est déjà là. Elle est déjà la loi de l'État. Alors, il ne sert plus à rien de remonter sur les conditions de l'enfantement. L'enfant, il y a là. Comment gérer la presse, c'est cela. Et moi, j'estime que le président Elias revient sur des aspects précédents et passés. Peut-être que les éléments sont encore dans le code, mais si le législateur a laissé comme ça, moi, je pense que les candidats doivent se battre pour être présents sur le terrain et dénoncer en même temps. Nous, les données que nous avons en tant que médias, par exemple, ne sont pas en contradiction avec les chiffres qui sont sortis des urnes et donc des résultats. Donc nous ne partagons pas. Quand le président a demandé comment on a pu avoir ces 3 partis, moi j'ai trouvé les 3 sont ceux qui sont sortis des urnes. Et au regard du code électoral, du seuil de 10% national qu'on a digéré. Et maintenant, si après, au niveau du fait de dépouillement, tout ça, il y a eu des failles, il appartient aux partis politiques de soulever le lièvre et donc de faire corriger ça. Pourquoi ils n'ont pas pu réussir? Pourquoi s'ils ne l'ont pas fait corriger à l'Assemblée nationale, alors que la Sénat a déposé à l'Assemblée nationale un document? Bon, ça là, c'est au niveau donc de différents organes, mais depuis qu'on a tenu les élections de 2023, moi je n'ai pas entendu quelqu'un évoquer cette question. C'est vrai, les démocrates ont demandé à avoir toutes la compilation et la Sénat avait parlé de caducité. Donc cette question a été soulevée, la Cour a été saisie, la Cour a tranché le sujet. Moi je suis dans l'aspect où quand 2 enfants se battent, il y a 2 options. Soit on ne les sépare, soit on laisse le rapport de force se créer
dans l'affrontement. Dans l'affrontement. Moi, je suis partisan du rapport de force qui se crée. Mais il se fait qu'au niveau étatique, il y a un juge qui finit par trancher. Donc, quand le juge tranche, moi, je ne sais pas si le juge a raison ou pas. Moi, je prends acte de ce qu'il a dit et je regarde maintenant ce qu'il a tranché. Je regarde les aspects sur lesquels on peut avancer et on avance. Parce que rien n'est statique. Et il n'y a aucune vérité au-delà des périnés. Erreur en dessin. Oui, erreur en dessin. Donc, pour moi, rien n'est figé et rien n'est une vérité absolue. Alors, si on regarde de manière concrète ce code, vous parlez d'avancée ou de recul, c'est une avancée parce que ça nous permet de quitter un point A vers un point B en allant dans de nouveaux défis, les défis militants, les défis d'une exigence de gestion interne au niveau des... Donc, il ne s'agit pas de dire je suis militant, j'ai de l'argent, je contrôle ma circonscription électorale. Il s'agira désormais, en tant que militant, d'impacter mon parti politique, de titiller la gouvernance et peut-être d'avoir un bloc à l'interne que si le parti ne m'écoute pas, je quitte avec tout mon bloc et j'ai renforcé. Si je suis un vrai militant, les populations à la base vont me suivre et le parti en question qui est là, qui sont des partis dominants d'aujourd'hui, ils perdraient. Alors, pour ce faire, il faut peut-être dans la durée qu'on applique les règles. Alors, donc, merci à vous. Travaillons pour que ces règles-là s'appliquent dans la durée. Merci. Et vous allez voir que le texte n'est pas si mauvais que ça. Merci. Il a fait des options, mais les options sont Merci. dures, mais elles le sont pour tout le monde. Merci. Alors, Jean-Baptiste Elias, l'un des arguments phares que brandissent les défenseurs de cette loi électorale modifiée et complétée, c'est que ce qui a été effectué est effectué en cohérence avec une batterie de réformes opérées depuis avril 2016, notamment le renforcement du système partisan, la volonté irrésistible de mettre fin à la transhumance politique. Est-ce que le besoin de réformer le système partisan ne se faisait pas sentir, selon vous aussi, par le passé? Qui a contribué, animé et entretenu la transhumance? C'est d'abord ça qu'il faut chercher à savoir. Qui est ou qui sont ceux qui ont animé ou entretenir, n'est-ce pas, la transhumance politique? Premier élément. Deuxième élément maintenant, je reviens sur ce que mon collègue Agapit a dit. Il a reconnu que la Constitution est exclusive. Il a répété tout à l'heure, c'est très clair. Donc, je suggère à nos amis politiques de ne plus dire que la loi est inclusive. Ce n'est pas vrai. J'ai fait la démonstration tout à l'heure. Donc, il a reconnu. Premier élément. Deuxième élément, il dit que au niveau des résultats des élections législatives de 8 janvier 2023, au niveau des médias qu'ils ont eu les résultats, tu peux me dire le quotient électoral qu'il y a dans la première séquence électorale jusqu'au 24e, tu peux me le dire? Absolument. Ah, c'est pas vrai, c'est pas là-dedans. Non, mais ça, c'est pas la Sénat. Alors, moi, je suis pas la Sénat, moi, je suis média et moi, j'ai travaillé. Nous avons travaillé là-dessus. Donc, il faudrait justement venir le dire pour que la population entende. Non, chacun joue son rôle. Non, chacun ne joue pas son rôle. Parce que si tu ne le dis pas à la population ayant toujours la loi qui dit qu'il y a transparence se pose des questions. C'est ça le problème. En la matière, il y a un problème, président. Voilà. On parle de transhumance politique. Est-ce que selon vous, il fallait une réforme pour mettre fin à la transhumance politique à travers ces dispositions-là? Quand bien même il sera question de faire une réforme, comme il le sait, mon cher collègue, on prend la loi pour le futur. Normalement, ce ne sont pas les trois partis qui sont à l'Assemblée là qui vont prendre des lois pour eux. Ils doivent faire, à mon avis, et à l'avis du FONAC, parce que nous avons fait le débat au sein du FONAC, ils doivent faire en sorte que les prévisions de loi pour régler des problèmes, normalement, pour faire plus simple, tout ce qu'ils ont mis dans le code électoral actuellement, voté dans la nuit du 5 au 6 mars 2024. S'ils veulent faire les choses normalement pour dire c'est ce que nous souhaitons pour le pays, ils doivent dire que cette nouvelle loi-là s'appliquera en juin 2026. Ça veut dire que celui qui veut y aller maintenant, c'est que, attention, à partir de juin 2026, là, voilà ce que nous proposons comme disposition. Et ne pas prendre des dispositions qui favorisent les trois qui sont à l'Assemblée actuellement au détriment des 12 autres partis qui sont sur le terrain et qui ne sont pas dans la logique de ce qui a été dit. C'est ça le problème. Donc, si on veut limiter, comme on l'a dit, la
la transhumance. Très bien, nous ne voulons plus de transhumance. Voici ce que nous proposons pour le pays. Prenez vos dispositions dès maintenant, on ouvre tout. Et tout le monde vient devant les électeurs. Puis, on fait les élections générales 2026. Et ceux qui vont sortir sauront que, attention, voilà, si les nouvelles dispositions qui sont prévues pour que, désormais, on puisse essayer de lutter contre la transhumance. Mais ne pas le faire et faire en sorte que ce qui se fait actuellement n'arrange que les 3 partis qui sont à l'Assemblée, ça semble ne pas être bon. Et c'est ça que les gens appellent exclusivité. Quelle est votre opinion sur le système partisan béninois avant la réforme de 2019? Nous, au FONAC, nous avons estimé qu'il faudrait faire autrement les choses. Ne pas essayer de faire en sorte Est-ce que le constat qui a conduit à cette réforme était partagé? Non, pas du tout. Nous, au FONAC, non. Nous sommes dans la logique... Qu'on avait beaucoup de partis politiques. Non. C'est des histoires. Quand on dit parti, plusieurs partis politiques, c'est des histoires. Tous les partis qui étaient là-bas, il y avait la loi qui disait que si vous ne participez pas à des élections données, vous disparaissez. Il fallait que le ministre de l'Intérieur applique la loi et c'était tout. Autrement dit, tous ceux qui n'allaient pas aux élections, on devrait pouvoir les sortir des rangs pour savoir combien il reste. Jusqu'à 2015, il y avait combien de partis à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas 200 comme on le dit. On crie, nous avons 200 partis politiques dans le pays. Où est le problème? On estime que ce n'est pas ça qu'il faut. Nous pensons qu'il faudrait laisser les gens aller. On dit on ne veut pas partir de quartier, on ne veut pas partir de commune, on ne veut pas partir de département, de région, des choses comme ça, etc. Où est le problème? Tout le monde vient devant. C'est pour peut-être renforcer l'unité. Non. Tout le monde vient devant les électeurs et les électeurs vont trancher. C'est de ça qu'il s'agit. Mais empêcher les gens d'aller devant les électeurs, c'est ça le problème qui se pose. Mon collègue a bien dit, effectivement, toute loi, je dis bien toute loi électorale a toujours de l'exclusion. Il vient de le dire, ici au Bénin on dit, pour être président de la République, il faut 40 ans au moins, 70 ans au plus. Mais ailleurs, c'est 18 ans au moins, et sans limite. Donc, on a exclu déjà. Même là-bas, 18 ans là, pourquoi on ne demande pas à ceux qui ont 10 ans d'aller? Donc, il y a de l'exclusion réellement, comme il le dit. Mais, il faudrait savoir faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Voilà notre point de vue. Je reviens dans un instant. Agapita Pemovoka, on a comme l'impression que le système partisan est l'épicentre de tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait, les dispositions qui ont été introduites, les nouvelles, comme ceux qui ont été initialement mises en 2019, tout ça a été effectué pour que le système partisan soit réaménagé, en quelque sorte. C'est l'option de ceux qui sont là. Le chef d'État l'a dit, il a répété, en janvier, il a presque donné la feuille de route. Donc, c'est lui qui est élu. Il est dans son mandat. Il travaille avec sa majorité pour faire ses réformes. Comme ça se fait partout. Obamacare, ça c'est à pas de charge que ça a été fait. D'ailleurs, c'est a tout fait pour il a détricoté un peu cette grande réforme. Les différentes réformes de Hollande, de Maria pour tout ça, il y a eu les gilets bleus, il y a eu les retraites, on en vient d'avoir la loi sur l'immigration. C'est des réformes de ce qui arrive. Patrice Talon dit, je remets les partis au cœur du débat de l'animation de la vie publique et se donne les moyens de droit en la matière, il n'y a pas un problème. Comme quand je dis qu'il n'y a pas l'inclusivité, ça m'a dit que je dis qu'il y a un problème. Pour moi, il n'y a pas un problème. Non, la loi est exclusive par nature. Pour moi, elle est exclusive par nature. Que les gens ne disent plus qu'elle est inclusive, c'est tout ce que je souhaite. Non, du coup, ce qui est exclusif par nature, chacun voit l'inclusivité là où il voit. C'est à eux de démontrer les éléments de l'inclusivité. Ils n'ont pas pu. Moi, bon, ça c'est le problème. Mais voilà, c'est ce que nous disons. La loi, par principe, ne crée pas de l'inclusivité, n'inclut personne. Parce que, en incluant des gens, elle sort d'autres. En incluant des gens, elle sort d'autres. Nous sommes d'accord. Bon, du coup... Et pour cela, il ne faut pas qu'ils disent que la loi est inclusive. Voilà le problème. C'est des expressions sorties, vous voyez. En principe, aucune, cette donnée, inclusivité, exclusivité, monocolore, les histoires comme ça, c'est les notions altères politiques. C'est-à-dire que c'est les nouvelles donnes des sociétés civiles politiques qui sortent ces choses-là. Parce que, en face des gouvernants,
on a sorti un certain nombre de théories qui ne relèvent pas nécessairement du droit de la gouvernance démocratique. Parce que, par exemple, quand on parle de majorité-minorité, on dit droit de la minorité. La minorité, son droit est déjà inclus dans le droit général qui fait qu'on compétit à égal et que l'un soit majorité et l'autre soit minorité. Quand tu es minorité, tu restes à ta place de minorité. Oh, avec le temps, on a créé un principe de majorité et on va même vous dire, ah non, on doit tenir compte de la minorité. Non, on crée des confusions. Cette inclusivité, c'est confusion. Une loi est une loi. Est-ce qu'elle est conforme à la Constitution? Oui, on avance. La Constitution, c'est une loi. Est-ce qu'on a révisé conformément à la Constitution? C'est une loi. Quel est l'intérêt d'avoir un président de la République issu d'un parti politique? Est-ce que c'est pour que ce soit le parti qui gère le pouvoir exclusivement ou ça a une portée politique bénéfique pour le pays? Moi, je ne rentre pas dans ça. Oui, c'est une option, c'est un choix. Moi, je ne rentre pas dans ça. Tout ça parce que j'ai toujours dit Mathieu Kekou n'est pas moins politique que Badamassi. Et Patrice Talon n'est pas moins politique que Abidjan Enverbla. Ils ne viennent pas des partis politiques. Donc, moi, je ne suis pas dans que les chefs d'État doivent provenir nécessairement des partis politiques. Ce n'est pas ça, moi, ma lecture. Mais moi, je suis un militant. J'ai été militant politique, très enfant. J'ai été militant politique adulte. Je regarde aujourd'hui la sphère, je suis analyste. Je dis, de 90 à 2015, on a dit, il y a trop de partis. C'est pas ce qu'ils ont dit. Tout ce qui se passe, on dit. On a dit, il faut réduire. Oui, tout à l'heure, Jean-Baptiste Elias disait que c'est le ministère de l'Intérieur qui ne jouait pas son rôle. Pourtant, mais c'est le même qui disait ça depuis 95, 2000, 2005. C'est le même qui passe le ministre après, non? Mais pourquoi il ne change pas? En fait, nous avons une classe politique qui est ce qu'elle est. Alors, Patrick Talon lui dit, bien, je connais ma classe politique. Moi, j'y vais à cette manière-là pour avoir atteint les résultats que nous voulons. C'est une option, on va l'expérimenter. Donc, nous disons presque les mêmes choses, mais différemment, en prenant des angles différents. La classe politique, elle est ce qu'elle est. On a tout tenté avec elle. Si c'est les lois, on en a. Et on en a, oui. Le président dit qu'on ne doit pas appliquer le code électoral à ceux qui sont là. Oui, peut-être. Mais à la Convention nationale, ceux qui sont devenus membres du Haut Conseil de la République, c'est qui? On les avait élus président du Présidium, membre du Présidium. Ils n'avaient pas vocation à être parlement ou conseiller de transition. Et pourtant, ils l'ont été. Donc, ils ont été mis devant la scène de la nouvelle dynamique politique dans le pays par un hasard de leur élection. Vous avez parlé de transition vous-même. Mais nous ne sommes pas dans le cas de transition. Mais je viens. Oui. On a dû élire de manière formelle les membres de la transition. On ne l'a pas fait. Donc, par un hasard donc, du calendrier, enfin, des cours, des choses, des gens, présidents de commission, rapporteurs de commission deviennent membres de ces choses-là directement. Ils sont mis devant les autres et créent déjà une inégalité dans le traitement des acteurs depuis 90. Venons au code électoral. Mais le code électoral, les gens l'ont toujours corrigé en dehors du code de 2014-2021, pratiquement qui est resté assez constant avec la Sénat permanente. Tous nos codes sont touchés et retouchés à la fin des élections. C'est même un hasard que celui-ci a été touché à 2 ans. D'habitude, c'est à 4 mois. Et même les Sénats sont mis en place en retard parce que le code a venu en retard. Et ça s'applique à ceux qui sont là. Donc, on est dans une habitude. Et si les bonnes et les mauvaises, on le constatera. Mais il fait que ce n'est pas ceux-ci-là qui ont inventé un code qui s'applique à la fin du mandat. Ça a été l'habitude dans le pays. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on touche les codes de manière constante. Je me dis qu'à un moment donné, il faut qu'on rentre dans la durabilité, qu'on laisse les choses se faire pour qu'on puisse comprendre. Donc, la réforme de 2018 sur le système partisan, c'est la logique. Patrice Talon, c'est sa ligne directrice. C'est lui qui est là, c'est la ligne. Et tout le monde est d'accord que les partis politiques doivent pouvoir être forts. Oui, mais est-ce que le système partisan doit varier au gré du système politique du moment? Non, il va... C'est-à-dire qu'en 2026, si on retrouve un autre dirigeant au pouvoir, lui peut estimer que non, lui aurait préféré qu'il y ait 400 partis politiques dans le pays. Et donc, là, toutes les épreuves qu'on a subies durant ces 10 ans-là, on les remet de côté et on remet avec les anciennes habitudes. D'abord, on ne peut plus retourner à 400. On ne peut plus retourner. On ne retournera jamais en arrière parce que c'est des avancées. Vous savez, à chaque étape, on fait des avancées. On renforce ce qui est acquis. On renforce l'acquis. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique. Pourquoi nous faisons le débat? Parce que c'est nouveau. Parce que comme c'est nouveau, ça perturbe l'égrégore de ce qui s'est constitué avec tout le temps, avec les habitudes.
Donc, nous parlons de ça opportunément. Ceux qui sont contre, on peut comprendre. Mais c'est pour ça que je parle de la durabilité. Moi, mon seul souci, c'est que les options soient durables, qu'on ne les change pas, parce que c'est des options nouvelles, et c'est des options fortes, c'est des options c'est quelque chose de très capital, comme ce qu'on a fait en 90. Hein, ce qui vient de se passer est un carrefour important de l'animation de la vie publique. C'est-à-dire remettre les partis politiques au cœur. Ça veut dire qu'il faut désormais qu'on s'intéresse aux entités partis politiques désormais. Ce qu'on faisait très peu avant, à l'interne des partis politiques désormais. Ça crée de nouveaux horizons d'analyse et ça crée de nouveaux horizons de gestion et de regard sur l'action publique. Merci. Donc, je pense que pour un analyste, pour un citoyen, pour les jeunes, comme la petite fille du président, je pense que pour eux, c'est de nouvelles perspectives qu'il faut peut-être scruter avec le temps. Et c'est pour ça qu'il faudrait... Autant certains estiment que la Conférence nationale a été éprise d'erreurs, autant eux aussi estiment que ce sont des erreurs aussi. Oui. Non, attendez. Oui. Attendez. La Conférence nationale a été vraiment... Non, autant cette génération aujourd'hui estime que c'était des erreurs, il y a des erreurs colossales qui ont été commises pendant la Conférence nationale, autant c'est... Ils ne connaissent pas la Conférence nationale. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, donc ils ne peuvent pas en parler. Donc du coup, je dis, il faudrait peut-être que les petits réglages des dysfonctionnements d'aujourd'hui soient faits, mais il ne faut pas qu'on rebâtisse tout à tout instant. Ici, il y a une nouvelle architecture qui se met en place. Il faut la renforcer. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais moi, je pense que c'est une option claire. On a remis le parti politique au cœur. D'accord. Nous qui avons milité dans les petits partis politiques, on peut peut-être maintenant être revigoré pour dire, bon, allons maintenant dans les grands ensembles là pour voir ce qu'ils vont dire, ils vont faire. Ce n'est pas un militant ordinaire, de nouveau, mais un militant différent dans une architecture différente de l'animation de la vie publique. Et ça change du paradigme. Merci à vous, Agapé Najouama-Forigan. Bien sûr que le président Elias a quand même réagi face à tout ce que vous avez eu à dire. Mais il y a également une chose qui fait objet de polémique et de controverse, c'est le parrainage. On a comme l'impression que le parrainage est carrément confié aux partis politiques avec les nouvelles dispositions. Est-ce que au niveau de la société civile, est-ce que selon vous, vous trouvez cela bien séant? Est-ce que cela, selon vous, va dans la logique de ce qui est promu par les promoteurs de cette réforme-là? Sur les plateaux de télévision et de radio, le 10 et le 17 mars 2024, j'ai entendu beaucoup de responsables de la mouvance qui ont développé des éléments selon lesquels nous voulons des partis forts, nous voulons faire comme les États-Unis, nous voulons faire comme le Ghana, nous voulons faire comme le Nigeria. Il faut expliquer les choses aux populations. Premier élément, aucun des trois pays dont je viens de parler là, États-Unis, Ghana, Nigeria, aucun de ces trois pays-là n'a le système de parrainage. Aucun. Premier élément. Deuxième élément maintenant. En ce qui concerne le fait de laisser les gens aller devant les électeurs pour que les électeurs choisissent qui ils veulent, au niveau du Nigeria, les dernières élections ont connu 18 candidats. Au niveau du Ghana, les dernières élections présidentielles ont connu 11 candidats, dont même des candidats indépendants qui ne sont dans aucun parti politique. Alors, quand nos amis de la mouvance viennent faire des comparaisons avec ces trois pays-là, je dis, mais ils ne disent pas la vérité aux populations, c'est pas bien. Je finis en disant, allez-y. Au niveau des États-Unis, la dernière élection de 2020, il y a eu 1225 candidats. Je répète, 1225 candidats. Aux primaires. Non. Les primaires, ça s'est fait au niveau des deux partis. Les autres ne sont pas des partis qui ont fait des primaires. Il y a eu même des candidats indépendants. Il y a des écologistes, il y a des ceci, il y a des cela. Si vous voulez, je vous donne toute la liste. J'ai tout ici. Ensuite, nous parlons du parrainage. Les pays qui font parrainage, nous allons prendre trois. La France, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais il y a des parrainages citoyens.
Et il y a des parrainages des élus. Nous, au Bénin, nous avons choisi parrainage des élus. 186 parrains. Et on a dit, il faut 15%. La France a 42 600 parrains. Il faut 500 parrains. Faites la différence. Faites le calcul. 42 600 parrains. Et on vous demande à vous, qui voulez être candidat à l'élection présidentielle, de donner 500. Au Sénégal, il y a 3 méthodes pour faire le parrainage. Il y a le parrainage citoyen. Ça veut dire qu'on vous demande d'aller voir les électeurs, de prendre leur signature et leur photocopie de carte d'électeur pour dire « je parraine jusqu'à 1%. 0,8%. 0,8%, c'est même pas 1%. 0,8%. Ou bien, vous allez au niveau de l'Assemblée pour avoir des parrainages. Ou bien, vous allez au niveau de ce que nous appelons ici les collectivités locales, à savoir les maires, les arrondissements, pour avoir le parrainage. En Côte d'Ivoire, c'est le parrainage citoyen. On vous demande d'aller trouver 5000 candidats, 5000 électeurs qui vont parrainer pour que vous puissiez être candidat. Alors, donc quand nous disons le Bénin est libre de prendre l'option qu'il veut, mon collègue l'a dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec lui. Mais que ne viennent pas nous dire nous voulons faire parce que les autres font comme ça, les autres font comme ça, c'est pas vrai. Donc voilà le problème. Alors, quand vous allez dans un pays, la France que nous copions le plus souvent, 42 600 parrains, on vous demande de donner 500. Faites le point. Regardez comment ça. Aucun pays qui fait le parrainage n'a jamais mis le nombre 15% de parrains pour dire il faudrait aller. Le Bénin est libre de le faire. Le Bénin l'a fait. Je ne suis pas contre. Je suis légaliste. La loi est votée. C'est la loi. Nous sommes d'accord. Mais vous posez la question. Nous sommes obligés d'éclairer les gens pour dire voici la situation. Qu'on ne vienne pas mentir au peuple pour dire nous sommes en train de faire comme le Ghana. Nous sommes en train de faire comme le Nigeria. Je finis en disant pour les cautions. Les cautions. Ici au Bénin là. Combien il faut comme caution pour être député? Dans les dernières élections de 2013, il fallait 3 millions par... 2013, oui. Non, 2023. 2023, il fallait 3 millions par candidat. Vous savez combien on prend pour le Ghana? Pour le Ghana, 500 cédis. Voilà le papier. 500 cédis pour être candidat à l'élection législative. Si le cédis est à 12,90 cédis pour $1, 500 $, vous voyez combien ça fait? Ça fait même pas 30 000 francs CFA. Ou 40 000 francs CFA au plus. C'est tout. Point final terminé. Et ici, nous demandons 3 millions. Maintenant, il paraît qu'on a diminué un peu. Ça doit être 1 700 000 par candidat. Multiplié par 109. C'est trop. Et nous sommes toujours dans l'exclusion. Hein? Je ne dis pas le contraire. Mon collègue l'a très bien dit. Toute loi est exclusive. Je suis d'accord. Mais qu'on ne nous dise pas ou qu'on ne dise pas à la population, c'est inclusif. C'est ça là que nous souhaitons qu'on ne dise pas. Voilà. Alors sur la question du parrainage, très rapidement de revenir vers Agapit Diplôme africain parce que nous abordons progressivement la dernière ligne droite de cette émission, de ce débat. Alors sur la question du parrainage, vous principalement, lequel auriez-vous choisi? Le parrainage des élus ou le parrainage citoyen? D'abord, la première chose, c'est qu'il n'y ait pas du tout de parrainage. Maintenant, il y a eu parrainage, il serait bon de faire le parrainage citoyen. Parce que le parrainage citoyen, c'est quoi? C'est ceux qui sont les électeurs que vous allez voir pour dire est-ce que vous êtes d'accord pour le programme que je fais pour parrainer. Ainsi, on parraine. Le parrainage citoyen, c'est mieux. Parce que le parrainage des élus, aujourd'hui, combien nous avons comme élus? On n'a que des élus qui sont dans des partis. Et ceux-là, comme l'a dit ma petite fille, ils ne voudront jamais parrainer quelqu'un qui viendra faire obstruction. N'est-ce pas? On l'a vu en 2021 où déjà on parrainait des candidats quand même. Pour faire obstruction à leur candidat? Ils n'étaient pas sur la liste, n'est-ce pas? Comment ça? Mais non, Moi, je ne rentre pas dans ça. pas du tout. Moi, le problème, j'ai deux ou trois choses rapides à dire. Par rapport aux États-Unis, il n'y a que 2 candidats à l'élection présidentielle. Donc là, je reviens toujours là-dessus. Il y a que 2 idées. Ça peut bouillonner en bas. Ça, il n'y a que 2 candidats. Ce n'est pas vrai. Dites-moi, l'élection de Biden, il était combien? Il était que 2. Non, Biden, non, mon cher collègue, ça non. peut bouillonner dans les États. Deux que tu as entendu parler, c'est justement ceux qui ont les moyens de payer la presse pour que la presse puisse
faire, n'est-ce pas? Non. Je te dis oui. Moi, j'ai tous les documents ici. Je vais expliquer. Le système américain se joue d'abord dans les États. C'est un système de grands électeurs. Oui. Donc, du coup, puisque c'est un système de grands électeurs et que le Parti démocrate et le Parti républicain sont les deux partis qui ont raflé les mises. Qui ont toujours, il y a eu Marc Ducati, il y a eu un troisième candidat qui a fait qui a été jusqu'à l'élection nationale, là, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dès lors que c'est ces partis-là qui dominent la vie politique, après, moi, oui, ils raflent le pourcentage dans un État, ils ramassent les grands électeurs. Et donc, aux élections, c'est les deux candidats que le monde entier connaît. Donc, c'est les deux candidats qu'on dit Biden affronte Trump. Et c'est tout ce qu'on connaît. Ça, là, c'est les détails américains dans les États, dans les pays. Mais justement, il faut connaître les détails. Non, dans les États. Il faut connaître les détails. Et ne pas dire que c'est comme ça, c'est pas vrai. Ne concerne pas l'américain. Non. Donc, ça, c'est ma première observation. La deuxième, la probabilité je suis d'accord aussi. Moi, je serais candidat. Moi, si, avec les nouvelles réformes, moi, j'aurais simplement demandé qu'il n'y ait plus de parrainage. Avec les nouvelles réformes. Moi, j'ai été sur ma soif, ou sur ma faim, il y a 4 ans, il y a 5 ans, quand on a fait les réformes de 2019, lorsqu'on n'a pas dit que le candidat provient des partis qui sont représentés au Parlement. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Soit les partis, si on a envie d'avoir beaucoup de candidats, on peut dire les partis autorisés. Donc les partis qui ont pu, les partis qui sont légalement représentés dans le pays, ces partis-là peuvent avoir des candidats. Ça, c'est la première. Mais si on le dit, on va continuer à avoir des pléthores, on aura des candidatures payées. C'est-à-dire que des gens vont payer des partis pour porter leur candidature. Il y aura du marchandage. Je pense. Qui paye? Bon, c'est toujours entre eux. C'est pour ça que moi, je ne me mêle pas. C'est ça le problème. Non, qui paye? Qui a instauré ce paiement? Ça, qui a instauré cette situation-là? C'est ça le problème qu'il faudrait rappeler aux téléspectateurs. Moi, à partir du moment où il y a maintenant 3 parfaits. À partir du moment où on a essayé de... Parce que quand vous regardez le système de parrainage, il ramène simplement aux 3 partis. C'est tout. Aux 3 partis. Mais pas peut-être... Il y a les partis dominants d'aujourd'hui, les 3 qui sont à l'Assemblée, qui peuvent ne pas être les mêmes en 2026. Et qui peuvent ne pas être les mêmes en 2031. En clair, en fait, comme la loi dispose pour l'avenir, on a les partis dominants aujourd'hui, mais qui peuvent changer. Mais on n'aura que 3 ou 4 ou plus. Donc, pour moi, le système de parrainage doit pouvoir évoluer. Voilà là où on en est aujourd'hui. C'est pas mon option, moi. Quelle est votre opinion sur ce revirement jurisprudentiel de la Cour constitutionnelle sur le parrainage? Autrefois, elle avait été attaquée. Oh, là, notre Cour revire beaucoup, donc... notre Cour revire beaucoup. Notre Cour revire beaucoup. Depuis 90, la Cour revire. Moi, je vous ai toujours dit qu'en tant que juriste, en tant qu'analyste des décisions de la Cour constitutionnelle, et je sais si j'en analyse beaucoup, moi, j'ai été en rupture totale avec la Cour constitutionnelle depuis 2006. Consensus à valeur constitutionnelle. J'en ai encore en travers de la gorge. Dans une démocratie, on ne peut pas parler d'un consensus qui a une valeur constitutionnelle. Le consensus se fait sur les textes fondamentaux, c'est-à-dire la loi fondamentale, la Constitution. Dès lors, il se fait que cette Constitution a déjà été objet de débat. On a dû aller à 3 bulletins. Un pour les limitations d'âge. Donc on a déjà créé le non-consensus autour de cette affaire-là. Et pourtant, on crée une Constitution. Depuis lors, on a connu majorité-minorité, et ça fait ascension. Ça montre selon la Cour qui est là. Donc, on a connu les options fondamentales de la conférence nationale qui n'ont jamais existé et nulle part. Donc, c'est dire simplement que, pour moi, la question de consensus, la question de revirement n'est plus une question. La Cour qui est là fait évoluer le droit. C'est ce que j'ai compris. La Cour qui est là fait évoluer le droit à sa convenance, à sa compréhension. Elle ne fait pas qu'un contrôle de constitutionnalité. Elle fait parfois, à mon humble avis, un contrôle d'opportunité politique. Merci à vous, Agapiti Diablo Foïka. Jean-Baptiste Elias, au niveau de la société civile, j'ai encore quelques questions. C'est vrai que le temps qui nous est imparti arrive s'égrène peu à peu. Cette disposition qui est relative au quitus fiscal, en partie, ça fait grincer des dents, mais aussi par rapport aux 20%, beaucoup de gens sont inquiets. Ils se demandent, est-ce que les partis politiques eux-mêmes qui ont voté cette disposition-là pourront obtenir 20% par circonscription électorale? Parce que pour eux, ils estiment que quelqu'un peut peut-être rafler plus de la moitié du Parlement, et parce qu'il n'a pas eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales, et parce qu'il n'a pas trouvé de parti avec qui il peut aller en accord de gouvernance, peut se voir être exclu du Parlement. Premier élément, pour les 20%, si aujourd'hui, on déclenche une opération d'audit pour
contrôler ce qui s'est passé pour les élections du 8 janvier 2023. Audit indépendant. Avec des personnalités indépendantes, vous serez surpris. Je ne dis pas plus. Surprise dans quel sens, je ne le dis pas pour l'instant. Mais c'est à souhaiter. À partir de cet instant-là, on verra clair. Deuxième élément. 20%, la loi existe. Nous sommes légalistes. Nous avons pris acte. Mais il faut que ça se fasse de façon transparente. Que l'on puisse voir de façon transparente les résultats poste de vote par poste de vote. La CEDEAO a convoqué en décembre 2022 à Grand Bassam en Côte d'Ivoire un séminaire de 15 États pour parler de comment il faudrait faire les résultats des élections. J'y étais. Le rapporteur de la Sénat y était. Quand on a sorti qu'il faut proclamer pour la transparence les résultats poste de vote par poste de vote. Je lui ai dit en même temps, hé, monsieur le rapporteur, tu as entendu? Il dit oui. Pourquoi on ne le fait pas ici au Bénin? Une fois qu'on l'aurait fait, on verra clair dans qui peut avoir les 20% ou pas. Troisième et dernier élément, quand on va finir de faire les élections et que les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement seront déposés, que la Cour constitutionnelle appelle, c'est possible, les 546 coordonnateurs d'arrondissement pour leur dire, voici la compilation qu'on m'a envoyée. Est-ce que c'est bien vous qui avez fait ça? Est-ce que c'est bien vous qui avez signé ça? Si on le fait aussi, vous aurez des surprises. Maintenant, s'agissant du quitus fiscal, c'est un problème important. En 2019 plutôt, il y a eu des problèmes. Des citoyens ont saisi l'autorité nationale de lutte contre la corruption. J'étais le président à l'époque. Ils ont apporté toutes les preuves. Toutes les preuves sont là. Hein? Toutes les preuves sont là où ils sont à jour vis-à-vis du fisc du Bénin. On ne leur a pas donné le quitus fiscal. J'ai appelé le directeur général des impôts, qu'il vienne. Il est arrivé en fin de compte après 4 appels. Il est venu. La feuille de présence est là. La voici. Tous ceux qui ont participé à cette réunion sont là. Il a rempli la première page de la feuille. Voici la première page. Et quand il a lu le reste des questions, il a demandé à se retirer pour revenir dans une semaine. De 2019 jusqu'à ce jour, on ne l'a pas vu. Deuxième élément. Pour les élections de 2023, vous savez bien qu'il a été même appelé au niveau de la Cour constitutionnelle pour aller plancher. Vous connaissez la réponse qu'il a donnée. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bref, c'est vous dire que ce quitus fiscal-là, il faut qu'on fasse attention. Il y a des parents de députés qui disent qu'ils ont des parents qui sont à l'Assemblée, mais qui ne sont pas à jour vis-à-vis du fisc. Je ne sais pas. Mais est-ce que le quitus fiscal pour vous, c'est une avancée ou un frein? Normalement, tout le monde doit payer ses impôts. Tout le monde doit payer ses impôts. Ça ne doit pas être un problème de marchandage. Si quelqu'un ne paye pas, il faut qu'il fasse le moratoire conformément à la loi pour dire je dois payer tant. Ceux qui ont dit d'annuler qu'on ne paye pas là, ils n'ont pas raison. Ça là, il faudrait le dire. Mais comme vous le dites si bien, au niveau du Ghana, ils ont demandé que vous donnez une attestation sur l'honneur. Vous écrivez sur l'honneur que vous êtes à jour vis-à-vis du fisc. Et puis c'est tout. Puis, quand on vérifie après que vous n'êtes pas à jour, on vous dit de payer. Plutôt que de dire si vous n'avez pas payé, vous n'irez pas. Parce que la fonction politique est une fonction. Les gens ont leur vie en jeu quand on leur refuse de leur donner une pièce éliminatoire dans leur dossier. C'est ça le problème. Et il faudrait faire attention. Agapit Dablama-Foïkan. C'est quoi? Ce qui t'est dit à l'instant que vous écoutiez très. Non, avant le quitus, le président parlait du parrainage. Non, on avait fini avec Des 20% autant pour moi, des 20% parce que c'est électoral. Non, je pense que. Oui, vous pensez? Non, ça m'échappe un peu. Mais bon, par rapport au quitus. Question commanditaire, nous dites transparent,
qu'on aurait des surprises? Non, moi ce que je voudrais dire par rapport aux 20%, c'est que ça s'applique à tout le monde. Et puis, Oui, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop? Non, On y va. c'est pas trop. Même On y va. Même si on dit 70%. On parle bien de 20%. Même si on dit 70%, ça va s'appliquer à tout le monde. Moi, l'essentiel est qu'on le fasse de façon transparente. Même si on dit 70%, le trop est par rapport à quoi? Oui, justement, j'ai posé une question tout à l'heure au président Elias, je vous la repose la même question. Nous avons aujourd'hui 109 députés. Et on a un parti politique, on organise, je dis une bêtise, hein, on organise des élections législatives où on remarque qu'une formation politique a obtenu par exemple près de 60 députés. Mais dans 2 circonscriptions électorales, elle n'a pas pu obtenir 20%. Et elle n'a aucun autre parti politique pour aller en accord de gouvernance parce que peut-être les 2 autres sont déjà en accord de gouvernance, donc elle se retrouve seule. Est-ce que pour cette raison, elle va être disqualifiée du partage des sièges? Mais regardez, lisez le code et tirez la conclusion. La loi décide pour l'avenir et donc les cas de figure, on les valide dès que à l'application. Donc, pour moi, c'est aussi clair que ça. Vous savez, chacun est rattrapé par... Les gens votent pour porter le choix sur quelqu'un. Est-ce que, quelque part, l'expression du citoyen n'est pas trahi? Est-ce que le vote du citoyen n'est pas trahi? La démocratie elle-même... On fait un feedback, je vous coupe pas, je vais vous laisser la parole tout à l'heure. Sur les élections communales de 2020, je pense, où le PRD, par exemple, avait raflé toute une zone. Il avait presque tous les conseillers, toutes les mairies, mais il s'est vu ne pas avoir ces mairies-là parce qu'il n'avait pas obtenu quand même les pourcentages. Mais les populations ont voté, ont émis leur choix sur les candidats en liste de cette formation politique. Est-ce que quelque part, il ne faut pas essayer de réajuster un peu? Parce qu'à l'avenir, parfois, on aura peut-être des élus qui ne seront pas en conformité avec le choix des citoyens dans ces circonscriptions électorales et ça peut créer des problèmes. Pourquoi ça va créer des problèmes? On ne transpose pas un dirigeant. Quand vous prenez Porte Novo, par exemple, qui est dirigé par Charlemagne Yankoti, pour être clair, il vient de l'UP. Il est de Porte Novo. Il a fait campagne à Porte Novo. Donc, du coup, au regard du code électoral que nous avons, le PRD n'était pas qualifié pour avoir accès au partage des voix. C'est la même chose pour les concours. Vous avez un concours, on a dit qu'il faut atteindre que la moyenne éliminatoire c'est 14. Si vous n'avez pas 14, alors qu'ailleurs c'est 10. Dans le cas d'espèce, les populations connaissent qui était président de l'Assemblée nationale au moment où on a voté ces choses-là. C'est pas le président du PRD. Oui, mais après ce parti a perdu des plumes. Pourquoi vous voulez vous préoccuper du choix de ce parti? Nous on parle du BD, on parle pas des partis, on parle des partis forts. Oui, on a réformé pour les partis. Pour les partis qui peuvent soutenir la concurrence et tenir le niveau national. Au début de la décentralisation, des candidatures indépendantes étaient acceptées. C'est des choix. Moi, ce que je dis, ce code, il n'y a pas à le défendre ou à l'attaquer. Le président parle de critique fiscale. Pour moi, on n'a pas à attendre les élections pour rechercher son critique fiscale. Tous les ans, vous pouvez demander votre critique fiscale. Tous les ans. Bon, si vous attendez le dernier moment... Mais est-ce que les craintes par rapport aux critiques fiscales sont fondées sur... Mais il y a une dernière décision de la Cour constitutionnelle qui a permis aux démocrates d'y aller. Donc ça veut dire que le DG Impôt a beau faire ce qu'il veut. La Cour constitutionnelle a permis aux démocrates d'y aller. Si on devrait rester conforme à la réalité, si la Cour n'a pas tranché. Hein? Et là, on peut pas dire, elle n'a pas dit du droit, elle a jugé, comme je le dis toujours. Donc, elle a permis aux démocrates d'y aller en regardant, comme sage, les circonstances. Donc, moi je pense que notre système n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, il a ses limites, mais à partir du moment où ce qu'on a validé pour y aller, on fait des options. Avant que les options ne soient emmurées, on peut les commenter, critiquer. Mais dès que c'est finalement devenu des options qui nous sont opposables, bon, on va essayer d'y aller et de corriger. Moi, je voudrais que nous nous mettions dans cette dynamique. Donc, au lieu d'aller chercher les bêtes noires de 2019, de 2020, moi, je pense que, excusez-moi, je pense que il faudrait vraiment que nous nous concentrions sur le nouveau code, les éléments qui complètent et qui amènent l'ancien code, et donc le code en bloc, le code électoral en bloc, qu'on travaille là-dessus, en tant qu'analyste, en tant que politiste, en tant que politicien, en tant que média, qu'on travaille là-dessus pour voir les éléments qui peuvent créer problème éventuellement, et peut-être attirer l'attention de qui le droit là-dessus de manière cohérente et organisée, comme on le fait d'ailleurs ici aujourd'hui, donc voilà tout. Moi je pense que pour les internautes, je voudrais simplement qu'ils sachent, on ne défend pas un code, on explique à eux de prendre le code, de lire, de dégager les éléments. Maintenant, nos options,
demeurera nos options. Moi, ce que je voudrais, je ne suis pas là où la décision se fait pour avoir ce que j'ai voulu, ce que j'aurais voulu. Donc, ce que j'aurais voulu passe de ça au second rang. Je suis un citoyen, j'ai des élus au Parlement. Ils ont pris des décisions. Merci. La Cour a validé et nous avançons. Agapit Mafoikan, Jean-Baptiste Elias, nous sommes pratiquement, nous sommes à la fin de ce débat. Wait and see, on peut dire ainsi. On attend de voir ce que les mois à venir vont nous réserver sur la scène politique. Il se pourrait qu'on ait encore un autre citoyen qui dépose un recours au niveau de la Cour constitutionnelle et qui invite encore à revoir le code. On ne sait jamais. Je voudrais dire un mot pour finir, si vous permettez. Oui, allez-y. 1. Le code électoral, comme nous venons de le constater tous ensemble, est exclusif. Non. Oui. Non. Ça, c'est votre expression. Elle est exclusive. Voilà. Pas nous, on ne le constate pas. Très bien. Oh. Non, on ne le condamne pas. Elle est Non, exclusive. on ne le constate pas ensemble. Ah, d'accord, ok. Oui. Elle est exclusive. Donc, il faudrait que désormais, ceux qui veulent en parler ne continuent plus de dire que le code est inclusif parce qu'ils ne peuvent pas donner l'explication de leur inclusivité, sauf qu'ils donneront l'inclusivité politique. 2. C'est qu'il y a une confusion. Le vote doit être proclamé bureau de vote, poste de vote par poste de vote. Chacun doit travailler pour qu'il en soit ainsi. 3. Les PV de dépouillement et les feuilles de dépouillement doivent être préparés en fonction du nombre de partis politiques candidats ou du candidat à l'élection afin que leurs représentants puissent avoir copie. Ça permet d'aller à la Cour constitutionnelle pour faire des réclamations en cas de besoin. Enfin, les partis politiques sont invités à tout faire pour être réellement présents dans les postes de vote pour éviter qu'on ne puisse faire des supputations par la suite. Voilà. Merci à vous. Ce que je voudrais suggérer pour la fin de cette émission. Elias, la question de l'inclusivité, de l'exclusivité, ça c'est les notions altères politiques, c'est-à-dire les notions nouvelles dont moi je rentre dans ça. C'est la loi, elle est votée, durant les on avance. Donc, toute loi est une loi, et tant qu'elle est promulguée, donc elle répond à l'ordre juridique interne et doit être appliquée. Ça, je suis d'accord. Donc, que toutes les dispositions contenues dans le code électoral soient appliquées. Je suis d'accord avec le président Elias sur cet aspect-là. Tant que c'est inclus, je pense que la question de feuilles de dépouillement et autres des PV a été réglée dans la réforme, dans les textes qui complètent. Donc, je pense qu'il y a eu des avancées à ce niveau-là. Que nous continuons à travailler, c'est le bénéfice de tout le monde. Personne n'est gagnant, personne n'est perdant. Ça, c'est ma lecture des choses. Même si moi, je suis perdant aujourd'hui, j'avance en me disant que demain sera meilleur. Et le Bénin, c'est pas ma folie, le Bénin, c'est nous tous. Donc, merci à vous, voilà. Agapit. Merci encore je rappelle que vous êtes débat, merci consultant médias, communication, vous êtes analyste, chroniqueur politique. Merci d'avoir débattu avec Jean-Baptiste Elias, acteur de la société civile, président du Front des organisations nationales contre la corruption, le FONAC. Merci à vous également, Jean-Baptiste Elias, pour la disponibilité. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention accordée à cette émission. Portez-vous bien. On se retrouve, si Dieu le veut, demain dimanche pour l'invité.